Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 329 de Change ma vie, 3 erreurs qui vous font perdre un temps fou. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je vous propose un épisode spécial sur un sujet qui vous intéresse grandement, à en croire le nombre d'écoutes que vous réservez aux épisodes de Change ma vie qui sont consacrés à la gestion du temps. Et je vous comprends puisque le temps est cette ressource dont nous sommes nombreux et nombreuses à avoir l'impression de manquer perpétuellement, et donc nombreux et nombreuses à essayer d'utiliser de la meilleure des façons. La précision que je veux apporter d'emblée, c'est que l'approche Change ma vie de la gestion et de l'utilisation de notre temps n'est pas une approche productiviste. Ce n'est pas une approche qui considère que chaque minute de la journée devrait être impérativement productive, utilisée, occupée. Bien au contraire, chez Change ma vie, nous sommes persuadés que nous avons tous et toutes un grand besoin de temps de rien, de temps de repos, de temps de rêve, de temps de jachère, de temps d'ennui même. Mais force est de constater que la plupart d'entre nous avons du mal à réserver du temps pour ça parce que tout notre temps est utilisé par des tâches à accomplir, des cases à cocher, des demandes à satisfaire. Et cette course éperdue à faire toujours plus et toujours plus vite, qui est très valorisée par la société dans laquelle on évolue, nous fait souvent oublier notre équilibre et notre bien-être, avec parfois des conséquences vraiment graves, CF, l'épidémie de burn-out qui sévit depuis quelques années. Donc dans ce contexte, ce qui me semble être une bonne façon d'utiliser notre temps consiste à conduire nos journées de telle sorte que nous puissions faire ce que nous avons envie ou besoin de faire dans un temps raisonnable, efficace mais réaliste, et conserver dans nos journées ces moments si nécessaires qui nous permettent de nous reposer, de nous détendre, de passer des bons moments avec les gens qu'on aime ou de ne rien faire du tout. Donc ça, c'est l'objectif, mais comme je l'ai dit, c'est un challenge pour beaucoup d'entre nous. Et je vous propose donc, dans cet épisode, de mettre en lumière 3 erreurs très fréquentes dans la façon dont on aborde nos journées, 3 erreurs qui sont source de perte de temps, et donc 3 erreurs sur lesquelles je veux attirer votre attention. L'enjeu, évidemment, ce sera ensuite de déjouer ces erreurs pour que vous puissiez mieux utiliser votre temps. Pas pour être productif et productive entre le moment où vous ouvrez les yeux le matin et le moment où vous vous endormez le soir, mais pour que vous puissiez peupler votre journée des activités qui ont un sens pour vous, qui vous intéressent, qui apportent de la valeur à votre vie. En un mot, pour que vos journées ressemblent à la vie que vous avez envie de vivre, ce qui est la promesse de l'approche de coaching Change ma vie dans le domaine de la gestion du temps. Retenez bien ça, est-ce que vos journées ressemblent à la vie que vous avez envie de vivre ? Des outils de gestion du temps, de changement de votre rapport au temps, doivent vous permettre de créer ça, d'avoir des journées qui, du matin au soir, ressemblent vraiment fidèlement à la vie à laquelle vous aspirez. Donc venons-en à ces 3 erreurs. La première erreur dont je veux vous parler, c'est de tomber dans le trou des transitions. Alors je pense qu'on retient mieux les expressions quand il y a une allitération. Et donc, tomber dans le trou des transitions, c'est une expression que j'utilise pour moi-même pour me souvenir d'éviter cette erreur et aussi me faire sourire quand j'y pense. Alors, en quoi consiste cette erreur ? Cette erreur consiste à ne pas prendre en compte la difficulté particulière que constituent les moments de transition dans nos journées. Donc, si vous regardez la physionomie d'une journée typique de votre vie, vous vous apercevrez que c'est une succession de temps différents. Entre le moment où vous vous réveillez et le moment où vous vous couchez, vous avez des tâches différentes, des environnements différents, des lieux différents, des états d'esprit différents. Et entre chacun de ces temps, il y a à chaque fois une transition.
Donc en fait, vous pouvez vous imaginer votre journée comme une sorte de collier de perles, avec des perles de toutes sortes, de plein de matières, de plein de couleurs, de plein de styles différents. Quand vous vous préparez le matin, si vous avez un trajet pour aller travailler, il y a le moment où vous arrivez sur votre lieu de travail, il y a les différentes tâches qui vous occupent dans la matinée, ensuite le temps du déjeuner, le moment où vous vous remettez au travail, les tâches de l'après-midi, le trajet du retour, peut-être les retrouvailles avec votre famille ou les personnes avec qui vous habitez, la préparation du dîner, le dîner, ce qui vous occupe dans la soirée, etc., jusqu'au moment de vous préparer à vous coucher et le coucher lui-même. Donc vous voyez que ce sont tous ces temps, il y en a beaucoup dans la journée, et chacun de ces temps est une perle, et d'une perle à l'autre, il y a une transition. Et ce qu'on oublie de prendre en compte, c'est que ce moment de transition entre deux perles, entre deux tâches, deux moments, deux lieux, est en réalité assez inconfortable. Pourquoi ? Parce que cette transition, ce passage d'un temps de la journée au suivant, nous demande un effort. Ça nous demande un effort cognitif, d'abord, puisque on a besoin de détourner notre attention de ce qu'on était en train de faire avant, donc clore le dossier, littéralement ou métaphoriquement, pour pouvoir ensuite porter notre attention, notre cerveau, nos pensées sur la nouvelle tâche, la nouvelle activité qui vient ensuite. Et ça représente un effort cognitif. Il faut qu'on déscotche notre cerveau d'un côté pour le rescotcher de l'autre. Les moments de transition peuvent demander un effort émotionnel aussi, parce que au moment de passer d'un temps à l'autre, on ressent les émotions pas forcément 100% agréables au sujet de ce qu'on vient de faire. Si on a l'impression de ne pas avoir tout terminé, par exemple, ou de ne pas avoir fait parfaitement, si on n'est pas content de la façon dont ça s'est passé, ou bien des émotions pas forcément 100% agréables au sujet de ce qu'on s'apprête à faire. Donc on peut ressentir une forme de réticence, d'inquiétude, d'anxiété, de doute ou simplement de flemme. Donc ce sont des émotions qui étaient déjà là sous la surface, mais qui se manifestent au moment de passer à cette nouvelle tâche ou cette nouvelle activité. Par exemple, imaginons que j'étais à mon bureau tranquillement en train de faire le tri dans ma messagerie professionnelle et que c'est le moment où il faut que je passe à la rédaction d'un document à enjeu, donc imaginons une proposition commerciale pour une nouvelle mission. Et c'est au moment de la transition que vont se présenter toutes les pensées de doute que je pourrais avoir au sujet de cette nouvelle mission, de la bonne tarification, si je suis à mon compte et qu'il faut que je donne une tarification pour une mission, mon anxiété au sujet des enjeux, de la possibilité de décrocher ou pas cette mission. Et pour pouvoir effectivement m'y mettre, il va falloir que j'accepte de faire un effort émotionnel pour faire face à ces émotions, pour les éprouver et les traverser. Donc ça, c'est l'effort émotionnel, mais il y a également, dans beaucoup de cas, dans ces transitions, un effort physique à fournir. Quand on passe d'un temps à un autre de notre journée, on peut avoir à se déplacer physiquement. Donc, se lever de sa chaise, réunir ses affaires, se mettre physiquement en mouvement, marcher, peut-être se dépêcher si on a pris du retard, etc. Donc, dans ces moments de transition, on a généralement 1, voire 2, et souvent 3 de ces efforts à fournir. Effort cognitif, effort émotionnel, effort physique. Et qui dit effort à fournir, dit résistance de la partie de notre cerveau qui a pour mission de nous épargner toute forme d'effort pour économiser notre énergie. Alors, c'est un mode de résistance que je constate souvent pour ma part lorsque je décide de faire du sport chez moi et que ça nécessite non seulement que je me lève de l'endroit où j'étais assise, mais aussi que je me change. Et j'ai identifié que ça, c'est un effort physique qui me coûte en fait plus que l'activité sportive elle-même. L'idée de retirer mes vêtements de ville, pour ainsi dire, pour mettre ma tenue de sport, ça n'a l'air de rien, mais j'ai toujours la flemme. Et il y a un effort physique supplémentaire s'il fait un peu froid chez moi, que j'anticipe que je vais avoir encore plus froid sans les vêtements, évidemment, ou au moment d'enfiler mes vêtements de sport qui sont encore tout froids parce que je ne suis pas encore dedans. Et donc, cette résistance, que ce soit une résistance à l'effort cognitif, émotionnel, physique ou les trois, se traduit par une sorte de ralentissement, une sorte d'évitement qui nous fait étirer cette phase de transition bien plus que nécessaire. Et donc, concrètement,
Si on n'y prend pas garde, au lieu de passer directement à la préparation de la proposition commerciale ou au moment de se changer, on va peut-être rester un peu bloqué dans ce qu'on était en train de faire avant. Donc on va par exemple continuer à faire le tri dans ses emails alors qu'en fait le plus important est fait et que là, ça ne sert plus à rien de faire le tri dans les spams ou dans les newsletters ou ce genre de choses. Ou bien on va attraper son téléphone et se mettre à scroller. Ou bien on va faire un truc autre, on va aller manger un truc, se laisser distraire par une autre tâche peut-être plus facile ou plus automatique. Tout ça pour éviter l'effort à fournir pour passer à ce qu'on aimerait faire en réalité. Et c'est ce phénomène que j'appelle tomber dans le trou des transitions, parce que au lieu de jeter un pont qui nous permettrait de traverser cette transition sans s'y attarder, pouf, on tombe dans le trou et on peut y rester un bon moment, en tout cas bien plus que nécessaire. Et en fait, quand on regarde toute la journée, si on fait le compte de toutes les transitions qui rythment nos journées, si à chaque transition, on perd un peu de temps, voire beaucoup de temps, eh bien un peu de temps plus un peu de temps plus un peu de temps, à la fin de la journée, ça peut chiffrer. Alors, si on veut éviter cette erreur-là, ça consiste assez simplement à intégrer que les transitions ne se font pas toutes seules et qu'on a besoin de les conduire. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Déjà, on reconnaît l'inconfort qu'on peut ressentir dans la transition. On en prend conscience. Et on peut ensuite se demander si c'est de l'inconfort lié à l'effort cognitif, à l'effort émotionnel ou à l'effort physique. Et une fois qu'on a identifié ça, on peut alors s'accompagner dans cet inconfort en étant présent ou présente à soi-même, en se disant ce qu'on a besoin d'entendre pour mobiliser nos ressources et en faisant ce qu'on a besoin de faire pour que cette transition soit plus facile, pour que l'effort soit plus facile à fournir. Donc l'enjeu, c'est de se dire clairement à soi-même, le temps de la journée dans lequel j'étais jusqu'à ce moment-là est terminé, je m'autorise à le clore, c'est maintenant le moment de passer à tel autre temps, à telle autre activité, et je sais que cette transition me demande un effort, mais je suis prête à le mobiliser, et je sais aussi qu'une fois que je serai lancée dans l'activité suivante, cet inconfort se dissipera. Donc si on reprend l'exemple de se changer pour faire du sport, il suffit que je sois consciente de ça. En fait, j'ai conscience de la flemme que je ressens de retirer mes vêtements pour en mettre d'autres. Et ça me demande de prendre un petit peu sur moi, mais comme je suis grande, j'en suis capable. Et je me rappelle à ce moment-là, alors oui, tu vas avoir un peu froid pendant 2 minutes, mais dès que tu auras démarré ta séance de sport, ne t'inquiète pas, tu n'auras plus froid du tout et tu seras très contente pendant et après. Si vous avez envie de réfléchir plus avant à cette façon de vous accompagner dans les transitions, je peux vous recommander d'écouter l'épisode 29 de Change ma vie qui s'appelle « Les segments d'intention ». Donc c'est déjà, il y a presque 300 épisodes de Change ma vie. C'est un épisode qui continue à être très écouté et très apprécié des années après sa première diffusion. Alors, sur ce sujet des transitions, il y a une autre précision importante que je veux vous apporter, c'est qu'il peut arriver que ce dont on a besoin pour mieux aborder ces transitions, c'est un temps de pause, justement. Quand je parle de tomber dans le trou des transitions, c'est pas de ça que je parle. Je ne dis pas que l'objectif, c'est de passer d'une tâche à une autre ou d'un moment de la journée à un autre sans jamais s'arrêter, sans jamais souffler. C'est simplement que cette pause, ce temps pour souffler, si on en a besoin, c'est beaucoup, beaucoup mieux d'identifier qu'on en a besoin et de se l'accorder de façon explicite et se dire « Ok, je viens de finir de traiter mes emails et avant de passer à l'élaboration de ma propale, je vais aller m'aérer un peu. Je vais aller marcher, ou bien je vais aller me faire une tasse de thé, ou bien je vais scroller un quart d'heure sur tel ou tel réseau social parce que j'ai envie de me divertir ou de me vider la tête. » On peut absolument faire ça. C'est simplement que ma préconisation, c'est de le faire de façon choisie, de façon présente à vous-même, pour vous assurer que vous faites ce que vous avez effectivement envie de faire ou besoin de faire et que vous en profitez. Et aussi, ma préconisation, c'est de le faire de façon circonscrite dans le temps, parce que, en particulier, si vous vous autorisez à scroller sur votre téléphone, l'objectif, c'est d'éviter que les 10 minutes que vous vouliez prendre se transforment en 47 minutes à traîner sans bénéfice particulier, à finalement vous perdre dans cette activité de distraction.
minutes qu'il faudra bien rattraper à la fin de la journée, au moment où vous auriez préféré peut-être rentrer chez vous ou aller faire ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'était l'erreur numéro 1, tomber dans le trou des transitions. On passe maintenant à l'erreur numéro 2, très fréquente elle aussi, qui est de ne pas préparer ses journées. Donc chez Change ma vie, on a une méthodologie de planification des journées et des semaines, donc qu'on utilise en interne au sein de notre équipe et qu'on transmet aux personnes qu'on accompagne dans notre programme de coaching. Donc c'est une méthodologie qu'on leur confie dans la thématique du programme qui est dédiée au rapport au temps et à la gestion du temps. Cette méthodologie a pour objectif de mettre en lumière l'utilisation réelle de votre temps et vous donne ensuite des outils pour que vous puissiez utiliser votre temps de la façon la plus choisie possible, avec le degré de flexibilité, de souplesse et de spontanéité dont vous avez envie et besoin. On n'a pas tous et toutes le même mode de fonctionnement, les mêmes aspirations en termes de gestion du temps, et donc il faut que les outils s'adaptent à la personne et pas l'inverse, et c'est le cas pour notre approche. Mais quel que soit le degré de planification qu'on choisit d'apporter à ces journées, la base fondamentale qui est indispensable pour tous et pour toutes, c'est de préparer sa journée. Et ça consiste à prendre un temps, en début de journée ou bien la veille au soir, pour clarifier pour soi-même quels sont les enjeux de cette journée, quelles sont les priorités, quels sont les essentiels, quelles sont les contraintes aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette journée-là? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire cette journée-là? Et ça permet ensuite, sur la base de ces réponses, de se faire une sorte de feuille de route et de conduire sa journée avec les idées bien claires sur nos intentions, sur notre cap pour la journée. Ça paraît élémentaire et pourtant, l'immense majorité des gens ne préparent pas leur journée. Et la conséquence, c'est que, alors ça vous concerne peut-être, si aujourd'hui vous ne préparez pas votre journée, c'est que vous vivez vos journées de façon réactive. Au fil de la journée, vous orientez vos actions et donc l'utilisation de votre temps en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de vous, de ce qu'on vous demande, d'un message ou d'une notification que vous recevez, d'une idée qui vous passe par la tête, ou même d'une émotion qui vous traverse. Et la conséquence, c'est que les journées se déroulent d'une façon que vous n'avez pas réellement choisie. Donc, quand vous ne prenez pas le temps de préparer votre journée, vous vous retrouvez à faire des choses qui, en réalité, ne sont pas importantes, ou en tout cas pas les plus importantes ce jour-là. Vous pouvez passer à côté de ce qui serait effectivement important, voire essentiel pour vous, et qui sera relégué perpétuellement au bas de la liste. Et ça, c'est en soi une perte de temps, puisque vous détournez votre ressource temps vers une utilisation qui n'est pas la plus directe ni la plus alignée avec ce que vous voulez vraiment pour votre vie, la direction dans laquelle vous avez envie d'avancer et les journées que vous avez envie de vivre. Alors, préparer sa journée, ça vient aussi en soutien pour éviter l'erreur numéro 1, parce que si je sais que j'ai envie ou besoin, si je sais ce que j'ai envie ou besoin de faire ce jour-là, au moment où je termine une tâche ou une activité, je n'ai pas besoin à chaque fois de me redemander ce que je pourrais bien faire ensuite. Il me suffit de reprendre ma feuille de route pour la journée pour me souvenir de ce que j'avais décidé en amont et il me suffit de le faire. Ça m'économise ce moment de flottement, de désœuvrement, de confusion, voire de débordement dans les transitions qui peuvent me faire perdre du temps entre deux temps de la journée. Alors, ça peut paraître un peu exagéré, on peut se dire « non mais évidemment que je sais quoi faire, c'est ma vie, c'est mon travail, je sais très bien ce que j'ai à faire, donc pas besoin de préparer ma feuille de route ». Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état d'esprit de la planification et l'état d'esprit de l'exécution, ce sont deux modes de fonctionnement différents. Et passer de l'un à l'autre est coûteux pour notre cerveau. C'est cet effort cognitif dont je vous parlais plus tôt. Et donc, ça fait gagner un temps fou de mettre sa casquette de planification en début de journée, donc vous poser les bonnes questions et prendre toutes les bonnes décisions en amont. Et ensuite, vous pouvez passer le reste de la journée à simplement mettre en application les décisions que vous avez prises, c'est-à-dire les décisions que la version de vous du matin a prises. Alors bien sûr,
Ça n'exclut pas de revoir sa feuille de route en cours de journée si on a des bonnes raisons de le faire. S'il y a une urgence qui s'est présentée, par exemple, ou une occasion qui se présente qu'on a envie de saisir, ou si on n'a juste pas l'énergie nécessaire pour faire ce que, idéalement, on avait prévu de faire. Mais l'enjeu, c'est de se dire la vérité et d'être aligné avec sa décision, plutôt que se donner des bonnes excuses pour éviter de faire le truc qu'on a la flemme de faire, parce que sinon, on sait ce qui se passe, on va payer le prix après, on va s'en vouloir, on va culpabiliser. Et à force de ne pas faire ce qu'on a dit qu'on ferait au moment où on s'était dit qu'on le ferait, ça détricote la confiance en soi, et ça, c'est très coûteux. Donc ça aussi, ça fait partie des compétences dont on équipe les personnes qu'on accompagne, la capacité à se fixer une feuille de route en début de journée et s'y tenir autant que possible, sauf bonnes raisons, et comment est-ce qu'on fait pour identifier les bonnes raisons. Et ça, c'est une compétence qui est indispensable pour pouvoir mener ces projets à bien. Un autre gain de temps qu'on réalise en préparant bien sa journée, c'est que ça permet aussi d'anticiper les choses. Ça permet d'aborder sa journée, non seulement en se sentant plus serein, plus sereine, moins stressé, donc avec tous nos neurones bien disponibles, parce qu'en fait, quand on est dans le stress et dans le débordement, en réalité, il y a toute une partie de nos capacités de réflexion, de planification et de résolution de problèmes qui sont non accessibles. Donc, on aborde notre journée avec plus de sérénité, moins de stress, mais ça permet aussi de prévoir la séquence de ces actions de façon beaucoup plus optimale, beaucoup plus maligne. Je vais vous donner un exemple. Pour ma part, quand je prépare ma journée le matin, je réfléchis toujours à ce qu'on va manger pour le dîner du soir. Parce que, de toute façon, il y a bien un moment où il va falloir se poser la question. Et donc, je préfère me poser la question dès le matin parce que si je m'aperçois qu'il faut que je sorte un truc du congélateur ou que j'ai besoin de faire mariner ou tremper un truc ou qu'il me manque un ingrédient pour le truc que j'ai envie qu'on mange le soir, eh bien, j'ai toute la journée pour le faire et je vais choisir le moment qui m'arrange le plus. Et ça, dans ma journée, c'est un gain de temps parce que je m'évite les trucs de dernière minute à aller chercher à des endroits qui ne sont pas forcément optimaux, j'aurais pu y aller plus tôt, etc. Je m'évite ce moment pénible devant le frigo ouvert en fin de journée qui finit par biper quand on garde la porte ouverte trop longtemps, c'est très agaçant. Quand on est rincé, crevé et qu'on n'a plus aucune idée. Donc en fait, j'aborde ma journée en sachant déjà ce qu'on va manger et au moment où je rentre, je peux m'y mettre dès l'instant où j'arrive et je ne perds pas de temps. Donc cette deuxième erreur à éviter, vous la connaissez maintenant. Cette erreur, c'est de ne pas préparer vos journées. On passe maintenant à la troisième et dernière erreur que j'évoque avec vous aujourd'hui, cette troisième erreur qui vous fait perdre un temps fou, et c'est de passer en force. Une chose qu'il est très important d'avoir en tête quand on conduit nos journées, c'est notre état émotionnel, c'est-à-dire la façon dont on se sent à chaque moment de la journée, et aussi les fluctuations de cet état émotionnel. Comme vous êtes un être humain, et pas un bulldozer, ni un robot, vous avez une météo émotionnelle, et cette météo émotionnelle, elle fluctue au fil de la journée, c'est absolument normal. Donc ça fluctue en fonction de votre niveau d'énergie physique, en fonction de votre état d'esprit. Le fait que ça fluctue n'est pas du tout un problème, mais l'immense majorité des gens n'en ont pas conscience ou ont appris à s'en couper parce qu'on leur a fait passer le message que leurs émotions sont encombrantes, gênantes, que c'est une forme de faiblesse et que ça n'intéresse personne. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas attentif ou pas attentive à vos émotions qu'elles ne sont pas présentes et qu'elles n'influent pas sur votre façon de conduire votre journée, puisque vos émotions constituent l'énergie que vous apportez à chaque temps de votre journée et c'est aussi le carburant que vous mettez dans chacune de vos actions. Or, cet état émotionnel, il arrive souvent qu'il ne corresponde pas ou plus aux actions qu'on se propose d'entreprendre, aux activités ou aux tâches qu'on se propose de faire ou aux expériences qu'on se propose de vivre. Et quand c'est le cas, quand il y a une inadéquation entre notre carburant émotionnel et ce qu'on s'apprête à faire,
Si on essaye de passer en force, si on s'entête à faire ce qu'on avait prévu de faire mais avec un carburant qui n'est pas le bon, on est absolument sûr de perdre du temps. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez un enfant scolarisé et que vous vous êtes porté volontaire pour accompagner une sortie scolaire en semaine. Alors, c'est formidable, bravo. Mais je peux vous garantir une chose à 99,99999%, c'est que entre le moment où vous avez dit « oui, super, je veux le faire » et vous vous êtes inscrit sur la fiche qu'a transmis la maîtresse ou le maître, donc entre le moment où vous vous êtes dit « oui, super » et le moment où il faudra effectivement dégager ce temps dans votre journée en plein milieu de la semaine, eh bien, vous vous apercevrez que ça ne vous arrange pas du tout, mais alors pas du tout, que vous avez justement un truc hyper important à boucler cette semaine-là, que c'est la semaine la plus chargée de l'année, que vous avez plein d'autres contraintes, et donc ça va sans doute vous stresser. Dans une situation comme celle-là, la plupart des gens passent en force en dépit de leur état émotionnel. Donc, bien sûr, ils accompagnent quand même la sortie scolaire parce que ça ne se fait pas de planter une classe de CE1 et leur maîtresse ou leur maître, mais ils sont tellement stressés qu'ils ne sont pas complètement là. Le chahut des enfants les irrite, leur sujet de travail leur tourne dans la tête, ils ont l'œil sur la montre et dès que les enfants sont raccompagnés dans leur classe, dès qu'ils sont libérés, c'est le soulagement et ils retournent en courant à leur dossier. Alors, que ceux qui n'ont jamais vécu ça lèvent la main, mais vous voyez que c'est une perte de temps parce que ce moment de la journée n'a été utilisé ni pour travailler, ni pour profiter de la sortie et du temps passé avec les enfants. Un autre exemple de perte de temps liée au passage en force, ce serait une situation dans laquelle vous avez un document à relire, sur lequel on vous a demandé de faire des retours, ou vous avez besoin de faire des retours pour donner votre avis. Donc ça peut être dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, peu importe, mais vous vous êtes engagé, ou en tout cas vous vous êtes fixé de faire ça aujourd'hui, mais vous avez repoussé jusqu'à la fin de la journée, vous commencez à fatiguer, vous commencez à en avoir marre de tout, mais vous vous dites « allez, c'est bon, on y va, il n'y a pas le choix », mais ça me gonfle, donc on va faire ça vite. Donc là aussi, ça s'appelle passer en force. Donc vous avez un état émotionnel qui ne correspond pas à cette tâche, un état émotionnel qui est bloquant, désénergisant, mais vous vous forcez à le faire avec cet état émotionnel. Et donc, vous faites votre relecture avec ce carburant émotionnel qui est un mélange de réticence, de lassitude, d'impatience. Et l'effet de ce carburant, c'est que vos capacités cognitives ne sont pas du tout optimales. Vous allez sans doute avoir du mal à vous y mettre, du mal à vous concentrer, vous allez passer sur des choses que vous auriez dû relever, vous allez peut-être avoir du mal à comprendre certaines choses, peut-être mal comprendre de travers, vous allez avoir des difficultés à trouver le recul ou la créativité nécessaire pour formuler des retours qui soient pertinents et constructifs. Déjà, ça va être très pénible, mais en plus, vous allez faire le boulot à moitié, alors que ça ne vous aura pas pris la moitié du temps. À la rigueur, ce sera plutôt l'inverse. Et donc, c'est ça la perte de temps, c'est que vous allez utiliser 100% du temps, voire 120% du temps, sans y consacrer 100% de vos capacités. Et donc, sans avoir 100% des résultats. Donc ça, c'est cette troisième erreur qui vous fait perdre du temps, c'est de ne pas reconnaître quand vous vous apprêtez à faire quelque chose avec un carburant émotionnel suboptimal et passer en force avec ce carburant-là, ce qui vous conduit à perdre du temps, soit parce que vous faites les choses moins bien ou moins efficacement, soit parce que vous passez à côté de l'expérience que vous êtes en train de vivre et que vous n'en profitez pas pleinement. Alors vous allez me demander, ok, comment on fait pour éviter cette erreur ? Et la solution, c'est d'apprendre, de vous exercer à rester connecté à vos émotions au fil de la journée et repérer ces moments où vous vous apprêtez à passer en force. Et dans ces moments-là, qui arrivent à tout le monde bien évidemment, ça consiste à faire pause pour reconnaître que votre carburant émotionnel n'est pas adapté à ce que vous voulez faire ou à ce que vous voulez vivre et à moduler votre état émotionnel du mieux que vous pouvez pour aborder cette activité ou cette expérience avec des émotions qui sont plus énergisantes, plus ouvertes et bien sûr plus agréables aussi. Alors bien sûr, comme vous n'êtes pas un robot,
Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour changer votre météo émotionnelle du tout au tout, comme dans le Schtroumpfeur de pluie. Je ne sais pas si vous connaissez cet album des Schtroumpfs, où il y a le Schtroumpf bricoleur qui fabrique une machine à contrôler le temps et où les différents Schtroumpfs veulent qu'il pleuve, veulent qu'il fasse beau. Chacun va en cachette appuyer sur le bouton qui change la météo et ça finit par complètement détraquer la météo. Bref, je m'égare, mais voilà. Vous n'êtes pas la machine du Schtroumpfeur de pluie, donc on ne peut pas juste appuyer sur un bouton pour dire « Ok, je veux telle émotion ». Néanmoins, vous avez face à toute situation une marge de manœuvre bien plus importante que vous ne pensez pour moduler votre énergie émotionnelle, mobiliser une émotion qui correspond mieux à ce que vous voulez vivre que celle avec laquelle vous abordez par défaut cette activité ou cette tâche. Et cette capacité à rester connecté à votre état émotionnel, c'est-à-dire à avoir conscience à tout moment de l'énergie émotionnelle, le carburant émotionnel que vous apportez à vos activités, à vos expériences, et cette capacité à moduler vos émotions en fonction des situations et des enjeux, ça fait partie des compétences émotionnelles qu'on vous transmet en coaching et qui changent vraiment tout. Dans le cas de la sortie scolaire, ça permet d'être capable de cloisonner ses préoccupations professionnelles et ce temps de partage avec son enfant et les camarades de classe de ses enfants, à se rappeler, c'est-à-dire bien remettre au centre de ses pensées pourquoi on avait envie d'accompagner la sortie, donc se recentrer sur ce pourquoi, donc ressentir les émotions qui vont avec ce pourquoi, et à s'autoriser aussi à penser à toute autre chose et peut-être même à s'amuser le temps de cette sortie. Dans l'exemple de la relecture du document, ça consiste à évaluer d'abord son niveau d'énergie physique et cognitive en fin de journée pour décider si effectivement c'est le bon moment pour faire la lecture ou si en fait il faut juste remettre ça à demain pour des bonnes raisons. Et si on décide que c'est quand même le bon moment parce qu'on s'y est engagé ou parce que voilà, on est contraint par le temps, ça consiste à se remettre bien aligné avec les enjeux du document, les enjeux de la relecture, à clarifier le résultat qu'on cherche à créer et les bénéfices de ce résultat, ce qui va changer notre énergie émotionnelle et nous permettre de mobiliser, par exemple, des émotions d'implication, de détermination, de curiosité même, de connexion avec les enjeux du projet, avec peut-être l'équipe avec laquelle on collabore, qui nous permettront, sans aucun doute, une relecture bien plus efficace et bien plus productive. Donc, on a vu ensemble ces 3 erreurs qui vous font perdre un temps fou. Donc, la première, c'est de tomber dans le trou des transitions. La seconde, c'est de ne pas préparer vos journées. Et la troisième, c'est d'essayer de passer en force alors que votre carburant émotionnel n'est pas adapté. J'espère vous avoir apporté des clés qui vous seront utiles pour mieux conduire vos journées et utiliser votre temps d'une façon qui vous permet de donner vie, de donner de la place à vos envies et à vos projets. Si la gestion du temps est une difficulté récurrente pour vous, si vous avez l'impression de courir tout le temps, de ne jamais avoir assez de temps pour faire les choses et surtout de ne jamais avoir 1 minute pour souffler, 1 minute pour vous, et si vous avez envie que ça change, mais que ça change surtout durablement, c'est vraiment un sujet sur lequel le coaching va vous aider énormément. Dans le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, on vous équipe d'outils spécifiques pour éviter non seulement les 3 erreurs dont on a parlé aujourd'hui, pour mettre en place les compétences dont j'ai parlé aujourd'hui, mais plus généralement, on vous aide à mieux comprendre ce que révèle votre rapport au temps et votre utilisation de votre temps. Parce que, je dois bien vous le dire, les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre utilisation de votre temps, comme d'ailleurs dans votre utilisation de votre argent, il y a beaucoup de correspondance entre les deux, prennent naissance dans des schémas de pensée, dans des habitudes de fonctionnement que vous avez besoin de mettre au jour si vous voulez changer les choses de façon durable. Parce que aucun bullet journal, aucun minuteur de cuisine, aucune application de productivité n'aura d'effet réel et durable si vous ne questionnez pas d'abord votre capacité à prioriser, à dire non, à déplaire parfois, votre capacité à ne pas tout faire parfaitement tout le temps sans en mourir et à vous autoriser
à faire des choses pour vous, à votre façon, sans que la culpabilité vous gâche tout et le plaisir en premier lieu. Et donc, si vous voulez qu'on vous guide dans ces questionnements pour mettre au jour ces schémas de pensée, ces modes de fonctionnement qui vous entravent dans votre utilisation de votre temps, si vous voulez être guidé pour passer d'une relation à votre emploi du temps dans laquelle vous avez l'impression de subir et d'être débordé, à une relation à votre temps qui soit sereine et confiante, parce que vos journées ressemblent à la vie que vous avez envie de vivre, je vous donne rendez-vous sur changemavie.com/coaching pour découvrir le programme de coaching, comment on peut vous aider et comment vous pouvez le rejoindre. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.